Bonjour, bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie. Je me présente, Tom Dutheil, conservateur adjoint du musée et l'un des co-commissaires de l'exposition que nous avons la joie de vous présenter aujourd'hui. Je suis accompagné de Jean-François Dubos. Bonjour à toutes et tous, Jean-François Dubos, je suis responsable de la bibliothèque du service historique de la Défense et l'un des 3 co-commissaires de cette exposition, puisqu'avec nous a également travaillé le colonel Joussan Anglade, chef du département Histoire et Patrimoine au SHD. Donc l'exposition que nous vous présentons aujourd'hui a pour titre « Du courage à l'honneur, trésor de la symbolique du service historique de la Défense » et comme elle l'indique, va vous présenter plusieurs trésors de cette institution en résonance avec des collections du musée et elle se tient jusqu'au 26 juillet prochain. L'objectif de cette exposition, c'est qu'elle soit un peu comme le musée, une bonne surprise. Avec un tel titre, Du courage à l'honneur, on pourra se demander ce qu'on va voir. Vraiment des trésors dans tous les sens du terme, des beaux objets, des objets émouvants, parfois humoristiques, qui racontent toujours de belles aventures humaines de notre histoire militaire. Donc vous avez là une pièce tout à fait exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'une plaque de l'ordre de Léopold d'Autriche, dont on ne connaît qu'un seul exemplaire en collection publique à ce jour, c'est celle conservée au musée d'État de Moscou et qui est la plaque de Napoléon. Et celle-ci est l'une des 10 remises à des hauts dignitaires de l'Empire. Ce qui est intéressant dans cette exposition, sans qu'elle soit trop scientifique, c'est qu'elle s'ancre dans des ruptures et des continuités. L'idée d'honorer les militaires date de l'Antiquité, de récompenser leur bravoure, leurs actes de courage et aussi l'ancienneté, les encourager à rester dans les armées. Mais en même temps, on va voir qu'on ne récompense pas un noble sous l'Ancien Régime comme on va honorer un simple soldat, voire même un animal, de nos jours. Donc, il y a tout un tas d'objets qui vont montrer comment ont évolué les armées à travers des œuvres d'art. Nous disions donc effectivement que cette exposition est faite à la fois de beaux objets, mais qui marque l'évolution de la manière dont on a honoré les militaires, les soldats. Et l'un des meilleurs exemples, peut-être des plus intéressants, qui a encore beaucoup à nous dire, c'est le siècle des Lumières. C'est le XVIIIe siècle où on réfléchit à toutes ces notions démocratiques, dont le mérite. Et on le voit à travers ici plusieurs œuvres, ce magnifique portrait d'un chevalier de l'ordre de Saint-Louis, ordre qui pour la première fois, cet ordre créé par Louis XIV en 1693, va décorer les soldats pour leur mérite, sans qu'il y ait de question de leur noblesse ou pas. Cet ordre, pour la première fois, ouvre les honneurs à la roture. Un fabuleux bâton de maréchal, l'honneur parmi les honneurs qui va être codifié par Louis XV. Donc on voit que c'est vraiment une période de réflexion, de codification, avec des projets aboutis, mais aussi la multiplication des projets qui n'aboutiront pas forcément. Et l'un des trésors qui est sorti des collections du service historique de la Défense, montré pour la première fois au public avec cette exposition, c'est ce fabuleux projet qui date du règne de Louis XVI et qui montre comment, après les difficultés qu'a pu rencontrer la Royale, eh bien avec Louis XVI, avec la guerre d'indépendance américaine, la marine française va rencontrer de fabuleux succès. Et alors que nous célébrons cette année les 400 ans de la Marine nationale, c'est important de les mettre en avant, vous avez là un projet de décoration spécifique pour la Marine nationale. Or ce projet, c'est un petit peu le condensé de ce que va nous dire une décoration. Des histoires humaines. Le mémoire qui accompagne explique qu'être dans la marine, c'est spécifique. C'est des combats courts, on fait des carrières courtes car très dangereuses. Donc il faut des décorations qui récompensent des actions d'éclat. Des actions vives et qui nécessitent une très grande bravoure. Ce sont ces petits médaillons qui vont proposer de récompenser la prise de navires, la capture de flottes, vraiment des actions qui nécessitent une très grande bravoure et qui seraient spécifiques à la marine. Nos bons hommes qui sont ici, nos officiers, montrent un seul et même ennemi, l'Angleterre. On voit bien qu'à l'époque, la marine n'a qu'un seul objectif, c'est prendre sa revanche après la guerre de 7 ans et la perte du premier empire colonial français contre l'Angleterre. Et ce port, on peut même imaginer que c'est ce port de Cherbourg dont rêve Louis XVI, qui est le premier port français sur la Manche militaire et qui donc désigne clairement l'ennemi. Donc, le contexte, une histoire militaire riche, une très belle aquarelle du XVIIIe siècle et en même temps cette idée qui va être reprise, qui sera en écho avec les décorations de la Première Guerre mondiale, avec les décorations actuelles, récompenser non pas la longévité, récompenser non pas une longue carrière, mais récompenser l'action d'éclat, le courage sur le champ de bataille. Et donc, c'est effectivement un des multiples projets de cette période-ci qui n'aboutira pas. Il faut comprendre qu'il est très certainement proposé dans les années 1780,
et donc que la Révolution va pointer le bout de son nez très rapidement, révolution qui mènera une autre réflexion, sans les supprimer toutes dès le départ sur les décorations marquées du sodélisme, marquées de la royauté, mais donc ce projet n'aboutira pas très certainement pour cela. Mais ça montre à quel point le siècle des Lumières, pourvoyeur de belles œuvres, est aussi un laboratoire de cette réflexion sur le mérite. Alors vous avez dans cette vitrine 2 pièces tout à fait exceptionnelles et qui ont été réunies pour la première fois et qui n'ont été vues que très rarement. Ces 2 pièces symbolisent véritablement le partenariat entre le Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie et le service historique de la Défense. Et parmi ces 2 pièces, j'ai le plaisir de vous présenter celle-ci qui est un almanach impérial pour l'année 1811, exemplaire qui a appartenu personnellement à Napoléon. Donc vous voyez qu'il porte au premier plat les grandes armes de l'Empire français et au plat inférieur, il porte les armes du Royaume d'Italie. Alors, qu'est-ce qu'est cet almanach? C'est un gros volume, mais qui finalement est un bottin administratif, tout simplement, qui va décrire l'organisation de l'Empire depuis les plus hautes fonctions jusqu'aux plus modestes, de sous-préfets, etc. Et sa taille permet déjà d'imaginer ce grand empire de 130 départements avec une organisation administrative mise en place par l'empereur. La particularité, c'est que, appartenant à l'empereur, il est doté d'une reliure spécifique et il a lui-même, cet exemplaire, une histoire tout à fait touchante puisqu'il a été volé dans le palais des Tuileries avant l'incendie de 1870 qui l'a ravagé. Il est resté en main privée et en 1915, il a été donné à la bibliothèque du ministère de la Guerre par un couple en hommage à leur fils, Gaston, qui venait de trouver la mort au combat de Tahure pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a ici un document tout à fait exceptionnel qui, 100 ans exactement après la chute de l'Empire, a réintégré les collections publiques et qui matérialise ce grand empire qui est incarné évidemment par la figure de Napoléon, dont Tom va pouvoir vous présenter un objet tout aussi exceptionnel. Vous avez donc là le témoignage de la maîtrise, du contrôle administratif qu'a voulu apposer Napoléon sur son grand empire. Et vous avez là le témoignage d'une des masses de granit que va imposer Napoléon, que va créer Napoléon justement pour organiser la société, la Légion d'honneur. Et ce n'est pas n'importe quel bijou de la Légion d'honneur, puisque vous avez là un bijou de grand aigle, donc la grande dignité que va instituer Napoléon pour les grands dignitaires de l'Empire, qui était porté donc en cordon avec une plaque, bijou qui était fait par les plus grands orfèvres de l'époque, Coudray, Albou et ici très certainement Biennet. Ce bijou a 2 origines possibles. Il a été transmis par Napoléon à Lucien, ça c'est certain. Napoléon et Lucien, pendant notamment la période de l'Empire, ne s'entendent pas très bien. Ils vont se réconcilier pendant les 100 jours et là, gage de réconciliation, Napoléon va donner la dignité de grand aigle à Lucien. Lucien dira à son épouse dans une lettre « J'y ai vu là un gage de réconciliation ». Donc Lucien sera l'un des rares grands aigles pendant les 100 jours. Napoléon va à Sainte-Hélène, il emmène un exemplaire de bijou de grand aigle. Il meurt à Sainte-Hélène, fait un testament qui est cassé. Vous avez une fabuleuse exposition aux Archives nationales qui vous explique tout ça. Et le grand aigle que Napoléon a à Sainte-Hélène va échoir en testament à Lucien. Lequel des 2 est présenté ici, qui est toujours dans sa descendance? Très bonne question, vous imaginez bien qu'on a quand même une petite idée. Après étude, l'hypothèse est que c'est quand même celui du testament. Il est en excellent état, alors que Lucien dira à son épouse que celui que le donnait Napoléon le portait depuis longtemps, est abîmé. C'est l'un des derniers modèles fournis par Biennet. Trésor d'orfèvrerie, centre rayonnant, aigle extrêmement bien taillé sur la couronne, vraiment un très beau modèle, donc très certainement un de ces modèles fournis à la fin de l'Empire avec lesquels Napoléon est parti sur l'île de Sainte-Hélène. Et donc vous avez là, en écho à l'exposition des Archives nationales, l'un des bijoux présents dans le testament, mais en plus le symbole que cette Légion d'honneur, Napoléon y a un grand attachement jusqu'à la fin. Dans cette idée de complémentarité que nous souhaitions montrer entre le service historique de la Défense et le musée, voilà un excellent exemple qui est derrière moi.
Le musée a reçu en juillet dernier un formidable don, et je tiens encore à remercier la donatrice, des décorations du général Pourcet. Alors je sais que le général Pourcet là tout de suite ne va pas vous dire grand chose, mais ça fait partie de ces officiers qui ont une formidable carrière pendant tout le 19e siècle, qui a parcouru les différents régimes du 19e siècle. Vous pouvez voir là qu'il est cité de nombreuses fois, va recevoir la Légion d'honneur, va recevoir de magnifiques décorations du bey de Tunis, va continuer sa carrière, va participer à la campagne d'Italie, va repartir en Algérie, puis va participer à la guerre de 70, où il sera le dernier officier général à faire tirer des coups de feu pendant la campagne de France, va, pendant la République, être nommé dans son sud qu'il affectionne tant, et va devoir protéger la région militaire des Pyrénées, et va, allié avec l'Espagne, va être chargé d'arrêter les troupes carlistes. Pour cela, il sera l'un des premiers récipiendaires du mérite militaire espagnol. Bref, toute une carrière des honneurs qui est visible avec cet ensemble, mais que nous avons cherché à mettre en perspective. Et pour cela, les états de service venus du SHD, du Service historique de la Défense, sont formidables. Cette complémentarité pour faire une vraie carte d'identité, un vrai CV de cette grande figure militaire du 19e siècle. Et évidemment, c'est toujours bien de montrer le contexte et de pouvoir l'illustrer. Et vous avez là deux magnifiques aquarelles qui l'illustrent, avec la bataille de Solferino pour la campagne d'Italie, et ici les combats de Pouilly pendant la guerre de 70-71, qui témoignent de cette guerre dont on a voulu faire une immense défaite, qui est une défaite pour la France, mais qui n'a pas manqué de combats et d'actes de courage de la part des troupes françaises. Et donc, documents d'archives, décorations, très belles œuvres d'art et documents iconographiques, vous avez là le moyen de mettre à l'honneur un destin et un contexte historique, et c'est vraiment ce que nous cherchons à faire dans cette exposition, et d'une manière plus générale au musée de la Légion d'honneur. Alors comme vient de le dire Tom à l'instant, la guerre de 1870 est une défaite, une lourde défaite pour la France, et pour autant, ça n'est pas parce qu'on perd une guerre que l'on perd son honneur. On a ici deux objets qui l'illustrent de façon très émouvante. Le premier, c'est une aigle, en symbolique aigle et féminin, c'est une aigle de drapeau qui a résisté aux affres du temps et de la guerre, qui est arrivée dans des conditions vraiment tout à fait exceptionnelles au service historique de la défense. L'aigle impérial et le drapeau constituent des éléments très forts de l'identité d'une unité. C'est vraiment autour du drapeau que se rallient les troupes, c'est vraiment le drapeau qu'il faut protéger jusqu'au bout, y compris en se sacrifiant, et parallèlement, c'est en prenant un drapeau à l'ennemi que l'on s'illustre de façon exceptionnelle. Donc dans le cadre de la défaite, il est demandé aux troupes de détruire leurs aigles de façon à ce qu'elles ne tombent pas aux mains de l'ennemi, ce qui serait vraiment l'humiliation suprême. Donc les troupes françaises vont, à coups de crosse, à coups de pied, essayer de détruire ces aigles, vous l'imaginez avec beaucoup d'émotion, mais pour qu'elles ne passent pas dans les mains ennemies. Et celle-ci, comme vous pouvez le voir, même si elle a connu quelques restaurations au fil du temps, a survécu. C'est l'aigle du 15e régiment d'infanterie de ligne qui a été pris par l'ennemi, a été emporté en Allemagne, où il est resté jusque dans les années 80, période pendant laquelle un collectionneur français qui avait lié amitié avec des Allemands s'est vu remettre cet objet et l'a bien évidemment récupéré et en a fait don au service historique de la défense. Et pour illustrer la préciosité vraiment de l'emblème du régiment, vous avez un autre témoignage qui est ici, ce magnifique portrait d'un porte-drapeau, d'un porte-aigle des grenadiers de la garde impériale, donc vraiment une unité d'élite de l'Empire, qui illustre bien le positionnement de l'aigle en haut de la hampe, et juste à côté, un fragment particulièrement émouvant de la soie du drapeau. Au moment où les troupes ont vu qu'elles ne pourraient pas résister et que le drapeau était susceptible de tomber entre les mains de l'ennemi, le choix a été fait de le découper et de donner à chacun des soldats un fragment de la soie du drapeau. Et c'est ce fragment avec la lettre A qui a été ajouté sur ce magnifique portrait dû à un artiste qui s'appelle Maurice Orange. Alors, si on cherche à s'attarder sur les décorations en précision, c'est toujours un petit peu intéressant. On joue à Sherlock Holmes, on essaye de trouver les détails qui sont toujours très indicatifs sur la carrière d'une personne et sur la symbolique choisie par tel ou tel régime ou tel pays. On peut d'abord s'attarder sur cette magnifique décoration qui n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine, pourquoi ? Parce que vous avez là le Nishan Iftikhar, décoration créée par le bey de Tunis. Or, ça montre bien un phénomène.
c'est que le système fondamentalement européen des ordres et distinctions fait tache d'huile et au XIXe siècle se diffuse dans les autres pays. C'est la troisième entité après l'Empire ottoman et la Perse musulmane à instituer des décorations. Et à la fois on reprend le système européen, mais on va utiliser sa symbolique et ses particularités. La particularité de la Tunisie, du bey de Tunis, ça va être de vouloir montrer son prestige en donnant des décorations en diamant. Et au départ, les décorations seront données en diamant, comme on le voit ici sur ce magnifique bijou, qui a toujours au milieu le symbole, le chiffre du bey de Tunis, c'est donc le nom du bey. Là, vous avez, si on rentre vraiment dans la particularité, c'est qu'en plus, sur ces tout premiers bijoux, vous avez le nom du bey et son titre qui disparaîtra, vous n'aurez à la fin que le nom des différents beys. Donc, un bijou qui témoigne de cette entrée des différents pays du monde entier dans le système des honneurs, le système des ordres et décorations. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à mine de rien, ça usera un peu le fond diamantaire tunisien, donc après, ils prendront des plaques en argent, ils s'adapteront au système européen, c'est quand même plus économique, tout en étant toujours tout aussi beau. Et si nous revenons en France, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces légions d'honneur datent toutes de régimes différents, qui montrent que la carrière du général Pourcet va épouser les différents régimes politiques du XIXe siècle, qui sont nombreux. Son insigne de chevalier et son insigne d'officier datent de la monarchie de Juillet, où il fait ses premières armes en Algérie. Son insigne de commandeur et sa plaque de grand officier datent du Second Empire. Et ses insignes de Grand Croix, la plus haute dignité de la Légion d'honneur, datent de la Troisième République. On voit donc que cette carrière va se poursuivre des premiers régimes du XIXe siècle jusqu'à la Troisième République. Et ce qui est formidable avec l'insigne tunisienne, c'est toujours intéressant de voir comment c'est porté, de les voir sur la personne. Et on voit effectivement sur ce buste il porte sa Légion d'honneur, effectivement, mais il porte aussi ce magnifique bijou tunisien avec ses autres décorations, symbole de l'importance qu'il y accordait. Alors d'un siècle à l'autre, d'une guerre franco-germanique à une autre, nous passons dans cette vitrine à la Première Guerre mondiale, avec le plus courageux, parfois même le plus tragique, et en même temps une petite dose d'humour qui ne fait jamais de mal. Vous avez là les décorations du commandant Ducornez qui commande les troupes du 19e bataillon de chasseurs à pied, une unité d'élite qui va vraiment se présenter sur les différents champs de bataille de la Première Guerre mondiale et qui va s'y distinguer énormément. On voit là, encore une fois, dans une complémentarité, la croix de guerre avec de nombreuses palmes et étoiles qui sont autant de citations reçues par ce commandant qui va vraiment se montrer au feu. Il suffit de voir le carnet où il n'y a plus assez de place, tellement il est cité, et qui, son unité ayant particulièrement fait preuve de bravoure pendant les combats de la Première Guerre mondiale, va représenter la France en Belgique, à Bruxelles, pour défiler, pour rentrer dans Bruxelles libérée. Témoignage de cette alliance, évidemment, entre la France et la Belgique. C'est le côté extrêmement prestigieux de cette unité qui, encore une fois, a montré beaucoup de courage. Mais hélas, cette unité va aussi découvrir que les bières belges sont un peu plus fortes que les bières françaises. Cette unité, un soir de février 1919, a visiblement un peu abusé de ces bières qui parfois dépassent les 10 degrés. Et donc va enrouler l'un des monuments de Bruxelles, le Manneken-Pis, va l'enrouler de bandes moltières, ces bandes qui donc sont au mollet dans l'uniforme français. Or, ce geste ne va pas du tout faire rire les Bruxellois. Le commandant Ducornez va être convoqué chez le bourgmestre, va se faire tirer les oreilles, pour ne pas dire un autre mot vulgaire, par le bourgmestre, et en guise d'excuse, et ça c'est tout bonnement unique dans l'histoire des distinctions et dans l'histoire de l'art, eh bien, le Manneken-Pis, dont vous avez ici une reproduction, va être nommé caporal d'honneur du 19e bataillon des chasseurs à pied, donc une œuvre d'art qui a un grade dans les armées, ça n'est tout de même pas habituel. Vous le voyez là dans son uniforme de caporal d'honneur du 19e bataillon de chasseurs à pied. Vous voyez là le carnet d'ordre, donc c'est réellement officiel, qui est venu des archives du service historique de la Défense, où on voit bien sa nomination, mais ça ne s'arrête pas là. Le Manneken-Pis va être cité à l'ordre du bataillon et donc va devenir la seule et unique, à notre connaissance, œuvre d'art décorée officiellement, puisque quand on est cité, à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de 1915, on reçoit la Croix de guerre, cette haute distinction de bravoure, et je vais me permettre de vous lire la citation qui accompagne dans cette Croix de guerre, car c'est vraiment en soi un petit morceau de littérature. Surpris à son poste en août 1914 par la brusque irruption de l'ennemi, l'a accueilli avec le plus grand sang-froid,
marquant dans un geste d'une suprême désinvolture son insouciance complète du danger. Fier de son passé, jaloux de sa gloire, conscient de la nécessité que lui imposait le titre de plus ancien bourgeois de Bruxelles et de donner l'exemple à ses concitoyens, a pendant plus de 4 ans, sans défaillir, maintenu sa position, malgré les tentatives réitérées d'un ennemi qu'aucun scrupule n'arrêtait, aussi modeste dans le triomphe que fort dans l'adversité, reste aujourd'hui, dans l'éclat de la victoire, un caporal modèle par l'observation stricte et rigoureuse de sa consigne. Tout de même formidable pour une œuvre d'art. Et donc vous avez là un des témoignages des trésors qu'a pu trouver cette exposition. Ça, c'est une copie qui a été offerte au 19e bataillon de chasseurs. C'est que vous avez des immenses morceaux de bravoure, mais on n'a pas oublié d'y mettre un peu d'humour. Vous n'ignorez pas d'ailleurs que le Mannequin Peace change fréquemment de costume. Vous avez même un musée des costumes du Mannequin Peace que je vous recommande, qui est très amusant. Et bien tous les 14 juillet, jusqu'à ce que le costume ne soit plus en état, le Mannequin Peace, celui qui est à Bruxelles, était revêtu de son costume du 19e bataillon de chasseurs à pied, en hommage justement à ce grade et à cette nomination. Alors après le Mannequin Peace et une séquence plutôt humoristique, je souhaite vous présenter 2 documents tout à fait exceptionnels, dont l'un est présenté au public pour la première fois. Il s'agit de ce diplôme brodé sur soie, portant attribution d'une décoration annamite à un personnage de la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain. Il faut savoir que les maréchaux de la Grande Guerre sont véritablement des rockstars dans les années 20 et 30 et qu'ils sont honorés par tous les pays dans lesquels ils se rendent, même si les relations n'ont pas été forcément très développées. C'est le cas avec l'ordre du Gong d'or, dit le Kim Khan. Donc vous avez ici ce fameux brevet réalisé à la main avec un travail de broderie tout à fait exceptionnel dont l'attribution à ce niveau-là n'a été identifiée que pour 2 récipiendaires, dont Philippe Pétain. Et vous avez également la boîte en bois laqué qui contient ce magnifique diplôme avec un texte qui peut se résumer par « Accepté par la confiance du gouvernement de la République, vous avez exercé depuis plus de 2 ans le commandement en chef des armées françaises pour repousser l'invasion allemande. Par une discipline sévère, par une heureuse réalisation de votre savante stratégie, vous les avez conduites à la victoire magnifique et éclatante. » Mais Philippe Pétain, suite à sa condamnation à l'indignité nationale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se voit retirer le droit au port de ses décorations et la perte de ses dignités. On constate donc que les honneurs d'abord ne sont pas un dû et qu'ensuite ils ne sont pas attribués de façon définitive, puisque lorsque l'on a manqué à l'honneur, et c'est le cas de Pétain pour s'être compromis pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien on perd les honneurs afférents. Ce document a été placé sous scellé au moment de la confiscation des biens de Philippe Pétain et est resté dans les réserves jusqu'à cette exposition. C'est donc la première fois qu'il est présenté au public. Et en regard de ce document qui est un symbole de la perte de l'honneur, de la déchéance, un autre document très émouvant vous est présenté, c'est ce diplôme qui confère la croix de guerre belge aux soldats inconnus français. C'est tout à fait exceptionnel parce qu'on a là la marque d'un hommage rendu par un pays à une armée étrangère qui a perdu plus d'1 million d'hommes au combat. Et comment honorer un pays autrement que par un symbole? Et c'est donc le soldat inconnu qui va incarner l'armée française et que le royaume de Belgique va décider d'honorer par ce moyen. C'est tout à fait inédit, d'abord parce qu'il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que l'on honore les morts. Jusqu'à ce conflit, les morts ne sont pas honorés, ne sont pas décorés. Deuxième événement, c'est que l'idée d'un soldat inconnu français est une nouveauté qui va faire écho auprès des autres pays alliés. Si bien que la France, de la même façon que l'a fait la Belgique, va honorer des soldats inconnus d'armées alliées. Il y a donc une pratique presque diplomatique des honneurs pour distinguer, reconnaître la bravoure des combattants d'un pays à travers l'un d'entre eux resté anonyme.
Alors nous avons souhaité mettre en lumière une nouvelle fois l'excellence du jeu de répond entre les collections du service historique de la Défense et celles du musée de la Légion d'honneur. Et c'est le cas avec cette vitrine qui est consacrée à un conflit quelque peu oublié aujourd'hui, qui est la guerre de Corée, au cours de laquelle la France va envoyer un bataillon sous l'égide de l'ONU, un bataillon qui va se couvrir de gloire alors qu'il est monté à la hâte avec des soldats parfois de fortune, puisque l'armée française est à cette période pleinement impliquée dans la guerre d'Indochine et donc ne dispose pas de troupes suffisantes. On va donc monter un bataillon regardé avec un peu de hauteur par les Américains, et pourtant ce bataillon va s'illustrer d'une façon exceptionnelle pendant la guerre de Corée, de façon tout aussi exceptionnelle qu'est la carrière de son chef, le général Magrin-Verneret, dit Ralph Monclar dans La Résistance, un soldat qui est véritablement le dernier condottière de l'armée française, puisque, à peine sorti de Saint-Cyr, il va s'illustrer pendant la Première Guerre mondiale, où il est blessé 7 fois, cité 11 fois, puis il va participer à toutes les campagnes de l'entre-deux-guerres, notamment au Levant, et bien évidemment à la Seconde Guerre mondiale, où il est le seul officier général à remporter une victoire, et pas des moindres, c'est celle de Narvik en Norvège. Il entre dans la Résistance, il y fait un parcours d'excellence qui lui vaut d'être fait compagnon de la Libération. Il atteint les plus hauts sommets de la hiérarchie militaire, puisqu'en 1950, il est général de corps d'armée, il est grand croix de la Légion d'honneur, et alors que la retraite approche pour lui, il se porte volontaire pour commander le bataillon français de l'ONU en Corée. Le problème, c'est qu'un général 4 étoiles pour commander un bataillon, c'est tout à fait disproportionné, et il va réaliser quelque chose d'inédit. Il va temporairement rendre ses 4 étoiles pour prendre des galons de lieutenant-colonel et aller s'illustrer pendant presque 2 ans à la tête de ses troupes en Corée. Lorsqu'il revient, il reçoit la décoration suprême pour un officier général, c'est la médaille militaire, dont on peut voir que, comme l'ont fait beaucoup de grands soldats, décorés de la médaille militaire après avoir été Grand Croix de la Légion d'honneur, il lui donne préséance sur les autres décorations, ce qui n'est pas réglementaire, mais qui en aurait fait le reproche à un tel soldat. Et de la même façon que nous avons ici un ensemble absolument unique de décorations, on peut voir que la cravate du bataillon français en Corée est elle aussi très décorée, avec la croix de guerre évidemment, mais surtout, quelque chose de très original, ce sont des flammes de citation. Donc 3 flammes bleues décernées par les États-Unis et 2 flammes sud-coréennes qui sont véritablement l'équivalent des décorations dans le système français. Donc on voit qu'à travers cet emblème, on a une unité sous l'égide de l'ONU qui s'est véritablement couvert de gloire et qui méritait d'être remis en lumière à une époque où ce conflit a été un peu oublié. Alors nous vous l'avions dit, cette exposition a pour objectif d'être pleine de surprises. Et si nous parlons de grandes figures, d'unités, voire même d'œuvres d'art décorées, l'exposition se ponctue sur le meilleur ami de l'homme, sur les animaux décorés. Les animaux sont présents dans les armées, je ne vais pas vous faire remonter aux éléphants d'animal, mais depuis les premières heures de l'histoire, hélas, de la guerre, et sont utilisés chiens, chevaux, mulets, enfin on pourrait dire éléphants, pigeons, etc., etc. Et donc, les animaux sont aussi dans le paysage des honneurs, sont aussi présents puisqu'ils ont fait preuve d'actes de bravoure qui méritaient que l'on les décore. Nous commençons cette vitrine par les chiens et par les animaux de la Première Guerre mondiale, notamment cette croix de guerre un peu particulière avec cette couverture du petit journal qui rend hommage aux chiens sanitaires, ces chiens qualifiés dans la graphe d'amis du poilu, qui allaient déterrer les poilus ensevelis, notamment parfois après des bombardements. Une vraie assistance humanitaire nécessaire pour lesquels ils mettaient leur vie en danger et ils étaient décorés. Et vous avez là, effectivement, le chien Charlot. Alors on voit qu'on cherche encore comment leur faire accrocher leur décoration, mais ce chien Charlot est resté vraiment dans l'histoire comme un héros du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, tout simplement parce qu'il a été 2 fois cité, donc une croix de guerre avec 2 agrafes, pour avoir lui aussi déterré des soldats ensevelis. Cela continue avec ici l'un des tout premiers chiens décorés là, de la croix de la valeur militaire pendant la guerre d'Algérie,
et nous amène jusqu'à une période plus contemporaine, avec ici certainement le chien le plus décoré des armées françaises, le chien Onyx du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, donc cette unité d'élite qu'est le GIGN. Ce sont les plastrons que portent les chiens, qui a là notamment la médaille de la gendarmerie nationale, extrêmement prestigieuse, qui a été décorée pour avoir neutralisé un terroriste, là où les forces humaines peinaient à y accéder. Donc un très grand acte de bravoure. On voit d'ailleurs la décoration. Pour la petite anecdote, le maître chien a sa main sur le museau d'Onyx, tout simplement parce que c'est un chien très câlin, et donc c'est pour pas qu'il saute sur le ministre pour lui faire des léchouilles. Donc on voit que vous avez l'alpha et l'oméga des chiens extrêmement bien dressés, évidemment, adorables, sauf quand nécessité fait loi. Et ici, un écho, hélas, bien triste à l'actualité, mais qui montre, nous le disions au début de l'exposition, que la bravoure n'a pas d'époque et démarre dès les premières heures de l'histoire militaire jusqu'à nos jours. Vous avez là le chien Loki du 132e régiment d'infanterie cynotechnique, chien extrêmement décoré pour des actions au Sahel, pour des actions dans de multiples théâtres d'opérations extérieures. Et hélas, c'est un écho et nous tenons vraiment à rendre hommage à ce régiment, puisqu'en avril dernier, l'un des 2 soldats disparus au Liban était justement l'un des soldats du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Donc une triste résonance avec l'actualité, mais c'est d'autant plus important pour nous que cette exposition aille jusqu'à aujourd'hui et rende hommage à ces combattants qui encore aujourd'hui font preuve de bravoure, et notamment ces animaux également, puisque ces animaux sont toujours présents. Et d'ailleurs, fin avril dernier, écho à cette croix de la valeur militaire donnée en Algérie, un chien était de nouveau décoré de la croix de la valeur militaire, qui est l'une des plus prestigieuses décorations pour la bravoure. Alors nous espérons que la présentation de cette exposition, dont vous n'avez pas tout vu, vous donnera envie de venir la découvrir et admirer non seulement des objets, des documents inédits, rares, précieux, mais aussi découvrir des parcours individuels ou collectifs, des histoires d'hommes qui s'incarnent à travers tout cet ensemble que nous essayons de présenter de la façon la plus claire et lisible, et qui montre aussi l'actualité de l'histoire des honneurs, puisque de l'Ancien Régime à nos jours, et probablement demain encore, il y a une réflexion à mener sur la façon dont on honore, dont on récompense des actes qui restent de toute éternité, des moments où des individus se placent au-dessus des autres. Je vais voler une métaphore à Jean-François pour justement montrer l'un des intérêts de cette exposition et plus largement du musée, c'est que la décoration, tu aimes à dire, et je trouve que c'est très vrai, c'est le trou de la serrure. Et c'est très vrai pour les objets qui vous sont présentés ici, c'est de dire qu'à travers ces décorations, vous arrivez dans un univers où vous découvrez un destin, une destinée. Vous découvrez un contexte, vous découvrez l'objet, qu'est-ce que l'objet lui-même a comme petit détail intéressant. Et toutes ces histoires-là vous sont, à travers ces objets, racontées. Et évidemment, elles vous sont racontées dans l'exposition, mais elles vous sont aussi racontées dans le catalogue, pour lequel nous tenons à remercier la Société des Amis du Musée de la Légion d'honneur, qui a contribué à son financement, et les éditions Pierre de Taillac, avec qui ça a été un plaisir de travailler. Et on a été ravis de travailler sur cet ouvrage, qui est un beau bébé. On a pu faire un peu ce qu'on voulait faire de cette exposition, à la fois des notices, à la fois des études d'objets, puisque quitte à dire qu'ils sont inédits, qui n'ont jamais été montrés au public, il faut évidemment laisser quelque chose et les présenter, vous laisser l'occasion d'en apprendre plus. Mais on a aussi fait travailler d'importants historiens sur leur période pour pouvoir vous proposer un ouvrage de synthèse sur l'histoire des décorations militaires, avec des nouveautés et vraiment tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, la plupart de ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'histoire des décorations militaires du Moyen-Âge à nos jours.